Le cas le plus mauvais est celui où une attaque se produirait avec les moyens soviétiques à pied d'œuvre, soit en République démocratique allemande, soit en Tchécoslovaquie ou en Pologne, etc., en vue de prendre l'alliance à contre-pied, en flagrant délit de mouvement et insuffisamment préparé. Alors là, bien sûr, c'est pour moi le scénario le plus défavorable, donc celui que nous devons étudier préférentiellement. Hypothèse d'état-major. En cas de conflit, les blindés du pacte de Varsovie se ruent sur tout le territoire allemand. L'aviation soviétique lance simultanément des raids destructeurs contre les bases et les dépôts de munitions de l'OTAN en Allemagne. En même temps, la flotte soviétique se déploie dans l'Atlantique pour couper la route aux renforts acheminés depuis les États-Unis. Dans le cas où la rapidité des opérations serait telle qu'une grosse partie du territoire allemand puisse être conquise pratiquement sans coup férir, il est possible alors que la réponse des armes nucléaires ne puisse pas être donnée ou que cette riposte ne puisse pas être engagée avec efficacité, compte tenu du fait qu'il serait très difficile d'utiliser ces engins nucléaires dans des zones occupées déjà par les soviétiques, au risque d'occasionner des pertes considérables à la population civile. Certains disent que dans la pire des hypothèses, les forces du pacte de Varsovie pourraient atteindre le Rhin en 48 heures. Êtes-vous de cet avis? J'ai rejeté cette thèse dès le début. Et j'ai pour politique d'éviter de mettre en avant isolément des scénarios de guerre basés sur les pires hypothèses. Car par essence, une telle méthode va à l'encontre de la nature même du système de dissuasion de l'OTAN, qui est la riposte flexible, graduée. Ce qui implique qu'on s'appuie sur 3 éléments de notre potentiel: les armes nucléaires stratégiques, les armes nucléaires tactiques et les forces conventionnelles sur terre, sur mer et dans les airs. Comme vous le savez, l'incertitude quant à la nature de la riposte occidentale, la capacité à riposter par la gamme complète d'armements nucléaires et conventionnels est essentielle pour la vitalité de notre système de défense. Certes, l'OTAN dispose des moyens nucléaires nécessaires, comme ce missile de type Lance, de portée moyenne, qui peut être équipé d'une ogive nucléaire. Mais engager des armes comme ce missile, c'est franchir le seuil nucléaire, une décision qui appartient en dernier ressort aux Américains et que la nouvelle équation stratégique rend incertaine. Il y a encore 15 ans, les États-Unis disposaient de la supériorité nucléaire sur l'Union soviétique. C'est la théorie de la riposte massive qui avait cours. En cas d'attaque contre les pays de l'OTAN, et quelle que soit l'envergure de celle-ci, les États-Unis utiliseraient leur potentiel nucléaire en représailles contre l'Union soviétique. Mais au cours des 15 dernières années, l'Union soviétique a atteint la parité nucléaire avec les États-Unis. Cette nouvelle situation a donné naissance à la théorie de la riposte graduée. En cas d'attaque du pacte de Varsovie, l'OTAN riposterait par des moyens équivalents et n'en viendrait à l'arme nucléaire qu'en dernier ressort. Cessant d'être automatique, la riposte nucléaire était donc frappée d'incertitude. Les États-Unis et l'Union soviétique étant à parité nucléaire, qui donc utiliserait son potentiel en sachant ce qui lui en coûterait? Du coup, les armes conventionnelles, longtemps négligées par l'OTAN, reprenaient toute leur importance, et l'Alliance s'est rendue compte des conséquences du retard pris dans ce domaine. Aujourd'hui, l'OTAN dispose d'1 100 000 hommes contre 1 400 000 pour le pacte de Varsovie. Elle n'a que 11 000 chars en tout contre 27 500 au pacte de Varsovie pour le seul front européen.
L'OTAN dispose de 3300 avions de combat contre 5700 au pacte de Varsovie. Elle n'a que 6500 pièces d'artillerie contre 14 000 pour le pacte de Varsovie. En revanche, l'OTAN dispose de 7000 missiles tactiques contre 3500 pour le pacte de Varsovie. Mais pourquoi l'Union soviétique cherche-t-elle avec tant d'acharnement la supériorité numérique sur l'Alliance atlantique? L'Union soviétique se voit entourée par un monde hostile, ce qui fait que ses besoins de sécurité sont vus en fonction de ce monde hostile. Tous ces efforts sont en effet dirigés vers une compensation, vers une tentative de compensation contre un monde qui non seulement est hostile, mais du point de vue technologique et économique est supérieur. Je crois que ça explique la stratégie soviétique qui est une stratégie de supériorité où cette supériorité peut être atteinte, et deuxièmement, une stratégie qui veut que si jamais il y a guerre, qu'on ne la perde pas, mais qu'on la gagne. Donc les soviétiques partent de l'idée qu'une guerre, même nucléaire, est gagnable. Exactement, et je crois là, dans un certain sens, ils ont raison. Ils disent tout d'abord, une guerre nucléaire devrait être évitée parce que ce serait un suicide réciproque, mais si jamais elle est déclenchée, on ne sait pas par qui, mais si jamais elle est déclenchée, il faut mettre tout à l'œuvre pour que l'on gagne. Et je crois, là, il y a en effet des points qu'on doit comprendre, même si on n'accepte pas l'idée qu'une guerre nucléaire est possible. Mais justement, pour les Occidentaux, une guerre nucléaire n'est pas gagnable. Les Occidentaux disent en effet que, tout d'abord, cette guerre doit être évitée à tout prix, et deuxièmement, que ce n'est pas gagnable parce qu'un suicide réciproque n'est pas gagnable. L'Union soviétique pense que ce ne sera pas un suicide réciproque, mais que finalement, chaque côté va essayer de gagner cette guerre et qu'elle se prépare et met tout à l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, à vraiment gagner cette guerre, même au risque des pertes énormes.